que j'aurai quand même bossé. Puis, ne pensez pas toujours à cette bosse. Vous en parlez beaucoup. Sous les projecteurs éclatants des salles de cinéma, Fernandel était autrefois le rire incarné de la France, un homme dont le sourire chevalin illuminait les cœurs d'un pays encore marqué par les cicatrices de la guerre. Né Fernand Contandin en 1903 à Marseille, cet acteur et chanteur devint une icône culturelle des années 1950 et 1960, symbole d'une nation en quête de joie et de reconstruction après les tourments de la Seconde Guerre mondiale. Ses films, tels que la série Don Camillo, où il incarnait un prêtre truculent luttant contre un maire communiste, attiraient des millions de spectateurs, offrant un baume à une société divisée. Mais derrière cette façade de gaieté, des ombres s'allongeaient, des blessures profondes infligées par l'exploitation et les trahisons d'un monde du spectacle impitoyable. À l'âge de 67 ans, en 1971, peu avant sa mort, Fernandel brisa enfin le silence lors d'une interview intime archivée par l'AENA, nommant 4 personnes ou systèmes auxquels il n'avait jamais pardonné. Un geste libérateur qui révéla les fissures cachées de sa vie. Marcel Pagnol, son ancien complice des films provençaux, pour les brouilles légendaires qui entachèrent leur amitié. Alfred Greven, le directeur de Continental Films sous l'occupation allemande, qui l'obligea à des contrats forcés pendant la guerre. Christian Jacques, pour les pressions abusives lors de tournages épuisants. Et enfin, le système de l'industrie du divertissement français, qui le transforma en produit rentable sans égard pour son humanité. Comment une icône du rire a-t-elle pu accumuler tant de rancœurs silencieuses? Qui lui a volé sa liberté créative au nom de la gloire éphémère? Pourquoi, après des décennies d'oubli, son histoire nous interpelle-t-elle encore, nous invitant à questionner les coulisses sombres du cinéma d'après-guerre? Dans ce documentaire, nous plongerons dans le parcours de Fernandel, de son apogée triomphale à travers les épreuves invisibles, jusqu'à ce moment poignant où un homme âgé reprend le contrôle de son récit. Un contraste saisissant entre l'image publique d'un clown national, adulé pour son humour bienveillant, et les tourments intimes d'un artiste piégé par son époque. Une France en pleine mutation sociale où le divertissement masquait souvent les vulnérabilités humaines. Fernandel, avec sa voix chantante et ses grimaces inoubliables, représentait l'espoir d'une génération. Mais ses blessures personnelles reflètent les tragédies universelles des stars oubliées, exploitées par un système qui priorisait le profit sur l'humain. Cette révélation tardive, chargée d'émotions contenues, nous rappelle que derrière chaque légende se cache une vérité fragile, prête à émerger quand le silence devient insoutenable. Fernandel s'éleva tel un astre dans le firmament du cinéma français, illuminant l'après-guerre d'un humour salvateur qui pansait les plaies d'une nation dévastée. Issu d'un milieu modeste à Marseille, où il naquit en 1903, il débuta sur les scènes du music hall dans les années 1920, captivant les foules par son sourire chevalin et ses sketchs irrésistibles, imprégnés d'un accent provençal chaleureux. Son ascension fulgurante coïncida avec l'avènement du cinéma parlant, où il imposa son talent burlesque dès 1931 dans Le Blanc et le Noir de Robert Fleuret, mais ce fut sa collaboration avec Marcel Pagnol qui le propulsa au zénith. Dans Angèle, en 1934, il incarna un paysan tourmenté, avec une authenticité poignante, suivi de Regain en 1937, où son rôle de chasseur symbolisait la résilience rurale face aux épreuves, écho à une France encore hantée par la Grande Dépression. Le public, selon les archives de l'INA et Wikipédia, le percevait comme un baume pour un pays en reconstruction après la Seconde Guerre mondiale. Chaque apparition ravivant l'espoir collectif, comme dans La fille du puisatier en 1940 aux côtés de Raimi, célébrant les valeurs familiales provençales au cœur d'une société fracturée. Puis vint la renommée internationale, avec la série Don Camillo de 1952 à 1965, adaptée des romans de Giovannino Guareschi et réalisée par Julien Duvivier, puis Carmine Gallone, où Fernandel, en prêtre espiègle, affrontant un maire communiste, devint un phénomène mondial, exporté en Italie, aux États-Unis et au-delà,
cumulant plus de 200 millions d'entrées d'après des estimations de Paris Match en 1971. Il n'était pas seulement une vedette, mais un symbole culturel, l'idole nationale surnommée le cheval, pour son rire contagieux qui unissait les générations dans une France en pleine mutation sociale, marquée par le baby-boom et l'essor de la télévision. Ses chansons, telles que Félicie aussi, en 1939, ou Ignace, diffusées sur les ondes, renforçaient cette image d'ange comique, un rêveur joyeux qui offrait des moments d'évasion. Pourtant, au cœur de cette gloire, des pressions initiales se faisaient sentir, des tournages harassants qui volaient son intimité, et une joie de jouer entachée par les premiers doutes, comme des ombres discrètes sur un tableau radieux. Fernandel, mari fidèle à Henriette Mance pendant 45 ans et père attentionné, savourait ses succès. Mais l'industrie commençait à exiger un tribut invisible, préparant les fissures futures d'un parcours apparemment idyllique. Tandis que le public idolâtrait Fernandel comme un héros intouchable, les coulisses du glamour révélaient un univers de chaînes invisibles, où la gloire rimait avec une exploitation sournoise. Sous l'occupation allemande de 1940 à 1944, il se vit contraint de travailler pour Continental Films, la société de production contrôlée par les nazis, et dirigée par Alfred Greven, produisant des œuvres comme Les Inconnus dans la maison en 1942, sous la houlette d'Henri Decoing. Selon le livre Continental Film de Christine Leteux, publié en 2022, Fernandel signa des contrats inéquitables qui le privaient de tout contrôle sur ses revenus et son emploi du temps. Un système oppressant où les artistes étaient réduits à des pions dans une machine de propagande voilée. Bien qu'il ait évité les poursuites judiciaires après la libération, comme le note un article de RTL.fr daté de 2021, cette période laissa en lui une amertume profonde envers ses producteurs imposés qui volaient sa liberté créative, un premier frisson de trahison dans une carrière apparemment radieuse. Puis, sa relation fraternelle avec Marcel Pagnol, forgée dans les succès provençaux, se fissura en un conflit légendaire, après le film Topaz, en 1951, où des divergences sur le contrôle artistique éclatèrent au grand jour. Pagnol exigeant une mainmise absolue sur les scénarios. Comme le détaille la biographie Marcel Pagnol de Raymond Castens parue en 1995. Fernandel se sentit manipulé, perdant son autonomie sur les rôles qui le définissaient. Une blessure personnelle amplifiée par l'absence d'une vie normale, sans temps pour les études, les amis ou sa famille aimante. Ajoutez à cela les pressions des managers et des médias, qui imposait une image idéalisée à maintenir coûte que coûte, transformant l'ange comique en une marionnette épuisée. Avec le réalisateur Christian Jacques lors du tournage de La cuisine au beurre en 1963, aux côtés de Bourvil, les tensions culminèrent dans des horaires infernaux de 12 heures par jour, aggravant sa fatigue chronique et son tabagisme compulsif. Des détails évoqués dans des archives IMDb et des groupes dédiés sur Facebook comme celui de Marcel Pagnol en 2021. Ni l'industrie ni son entourage ne le protégeaient véritablement, renforçant ce sentiment de trahison latente. Un contraste saisissant entre l'idole nationale sur l'écran et l'homme solitaire, piégé dans une cage dorée, où les sourires forcés masquaient des doutes grandissants. Ces vulnérabilités cachées, souvent ignorées par le grand public, préparaient le terrain à une crise plus profonde, révélant les ombres d'un système qui exploitait les talents sans merci. Lorsque les projecteurs commencèrent à pâlir, Fernandel affronta la plus implacable des trahisons, celle de l'oubli et de la maladie qui rongeait son corps usé par des décennies de labeur incessant. En 1970, à Paris, son état de santé déclina abruptement. Un cancer du poumon diagnostiqué tardivement, lié à un tabagisme compulsif exacerbé par le stress des tournages harassants, comme le rapporte l'obituary du New York Times, daté de 1971. Il mourut le 26 février 1971 à l'âge de 67 ans, laissant derrière lui un film inachevé. Heureux qui, comme Ulysse, réalisé par Henri Colpi, un chant du cygne poignant qui évoquait le retour aux racines provençales.
Le public qui l'avait adulé pour ses rôles joyeux dans Don Camillo se détourna progressivement, préférant la nouvelle vague et ses figures plus modernes. Une indifférence cruelle, relayée par les médias qui critiquaient son style démodé, selon des archives de Paris Match de l'époque. L'industrie, qui l'avait porté au nu, resta muette face à son déclin. Aucun hommage majeur n'émergeant immédiatement, renforçant ce sentiment d'abandon chez un homme qui avait donné sa vie au spectacle. Émotionnellement, ce fut un séisme. Fernandel, isolé dans sa villa parisienne, tentant vainement de se réinventer en fondant sa propre société de production Gaffer pour réaliser 4 films. Mais la désorientation l'envahit, piégé dans l'ombre de son image de clown éternel. Des rumeurs, bien que non confirmées par des sources fiables comme des ripostes de Yahoo News en 2021, suggéraient une négligence familiale, son entourage minimisant sa fatigue pour le pousser à travailler jusqu'au bout. Cette période de crise révéla la fragilité éphémère de la célébrité. Un géant du rire sombrant dans le silence, victime d'un système qui l'avait exploité sans relâche, transformant ses rêves en cendres invisibles. À l'âge de 67 ans, en 1971, lors d'une interview télévisée intime archivée par l'INA peu avant sa mort, Fernandel reprit enfin le pouvoir sur son propre récit, brisant un silence qui avait pesé comme un fardeau invisible pendant des décennies. Assis dans son salon parisien, carnet jauni en main, il nomma avec une émotion forte mais contenue 4 entités auxquelles il n'avait jamais pardonné, un geste axé sur la libération et la reprise de contrôle sur sa vie volée. D'abord, Marcel Pagnol, son ancien complice des films provençaux comme Angèle et Regain, pour les brouilles légendaires sur le contrôle créatif après Topaz en 1951. Une rupture de confiance qui entacha leur amitié profonde, comme le détaille la biographie de Raymond Castans, publiée en 1995. Ensuite, Alfred Greven, le directeur impitoyable de Continental Films sous l'occupation allemande, qui l'obligea à des contrats forcés pendant la guerre, privant sa liberté artistique dans des productions comme Les Inconnus dans la maison en 1942, selon l'ouvrage Continental Films de Christine Leteux paru en 2022. Troisièmement, Christian Jacques, pour les pressions abusives lors de tournages épuisants comme La cuisine au beurre en 1963, où les horaires infernaux aggravèrent ses santé fragiles. Des détails évoqués dans des archives IMDb et des discussions sur des groupes Facebook dédiés à Pagnol en 2021. Enfin, le système de l'industrie du divertissement français dans son ensemble, qui le transforma en produit rentable sans égard pour son humanité. Un mécanisme d'exploitation qui vola son autonomie et alimenta son tabagisme chronique. Ces paroles, prononcées d'une voix tremblante mais résolue, étaient fortes sans excès, centrées sur la libération. Ces noms représentent des chaînes que je brise enfin, pour retrouver ma voix propre. Les réactions du public et des médias furent un mélange de choc, de doute initial et de compassion croissante. Paris Match en 1971, rapportant comment cette révélation surprit un milieu habitué à son image joyeuse, redécouvrant l'homme vulnérable derrière le clown. Ce moment culminant, rare pour un artiste de son époque, marqua une rupture de confiance avec un monde qui l'avait exploité, offrant une catharsis tardive qui résonne encore dans les annales du cinéma français. L'histoire de Fernandel transcende le récit personnel pour devenir un miroir tendu à l'industrie du divertissement, où la gloire masque souvent le prix exorbitant payé par les artistes. Reliant ces tragédies intimes aux mécanismes impitoyables du cinéma français d'après-guerre, on discerne comment un système obsédé par le profit transforme les talents en produits jetables, ignorant leur humanité fragile. Et si l'industrie les avait traités comme des êtres vulnérables plutôt que comme des marionnettes? Sommes-nous prêts à écouter les voix brisées avant que les projecteurs ne s'éteignent pour de bon? Pourquoi tant d'artistes oubliés, des enfants stars aux idoles nationales, subissent-ils ce destin piégés par des contrats iniques et des pressions invisibles?
Cette réflexion inspire une compassion universelle, soulignant que derrière chaque icône se cache un individu méritant d'être entendu. Faisons appel à l'empathie du public pour changer les pratiques, en honorant les oubliés comme Fernandel, dont le rire cachait des blessures profondes. Terminons par une citation percutante, réelle ou inspirée de son esprit. Je ne cherche pas le pardon. Je veux simplement que mon histoire soit racontée avec ma propre voix.